suis écrivain, aventurier, pourquoi pas. Ma vie est placée, c'est vrai, sous le signe de l'aventure. Aussi bien que je l'espère, mon écriture, en tout cas, c'est ma tentative. Donc, allez, écrivain aventurier, si vous voulez. D'abord, pour moi, il y a un lien consubstantiel entre la littérature et l'aventure. Écrire et aventurer la vie, écrire et vivre libre, pour moi, sont intimement liés, de même que le risque est consubstantiel à la vie. En tout cas, la vie intense. Et ça plonge, en ce qui me concerne, très très loin. Il y a un mystère à la décision adolescente de dire je vais vivre libre. Et j'aurai la vie que je veux, celle que j'imagine, celle que je lis dans les livres. En se disant à 10-12 ans, finalement, c'est mieux de vivre comme dans les livres que ce que je vois autour de moi. Il y a un désir, un mystère, une vocation, sans aucun doute, avec sa part d'irrationnel, et puis sa part de rationalité de décision. La chance que j'ai eue, c'est que dès l'âge de 10-12 ans, je savais très bien ce que je voulais. Je voulais écrire des livres, toutes sortes de livres, et je voulais vivre l'aventure et toutes sortes d'aventures. Et j'ai décidé de cela, de le rendre concret et réel, encore mineur à l'époque, en m'enfuyant de chez moi, vers l'Amérique du Sud, pour vivre mes premières aventures et écrire mes premiers livres. Et depuis cette époque, donc bien avant 20 ans, je poursuis exactement la même route. Et ce sera ainsi jusqu'à mon dernier souffle. C'est un choix, écrire, vivre libre. Et en réalité, l'aventure, quand elle essaie, un peu comme disait Pindare, ce grand poète grec d'il y a 25 siècles, il faut épuiser le champ du possible, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de limite au champ de l'aventure, au champ de l'engagement. Il y a la volonté de ne pas avoir de spécialité, si ce n'est celle de l'aventure et de l'écriture, mêlée. La nourriture de la littérature devient le vécu. Et on essaie à travers ça d'avoir un souffle de la vie qui n'est pas une littérature tournée vers soi ou vers son nombril ou vers de l'autofiction, c'est autre chose. Et on se place dans la lignée d'autres écrivains, modestement, mais en sachant d'où on veut partir pour aller quelque part de bien précis. Et ça occupe toute une vie tout entière, sans laisser de place à autre chose. Et donc ni à l'ennui, ni au malheur, je veux dire du bonheur de soi, la vie étant une succession de difficultés à surmonter de toute façon, mais en tout cas sans le doute de ce que l'on fait. Mon bonheur à moi, c'est de vivre en adéquation constante entre ce que je pense et ce que je fais. Et c'est le combat permanent de l'homme libre de faire ce qu'il pense et de penser ce qu'il fait et pas autre chose. À partir de là, j'ai aimé me confronter à plein de choses qui étaient les autres. J'ai vécu l'essentiel de mon existence dans des sociétés autres que la mienne et avec passion. Pygmées, les Indiens, les Nilotiques, mais aussi les Afghans, les Kurdes, les Chinois, tout ce que l'on veut. Les peuples, ça existe. Se mélanger avec les peuples pour les connaître, c'est très important. J'ai aimé les engagements dans les causes qui me plaisaient. Défendre les Afghans à l'époque de l'invasion de leur pays par l'Union soviétique. Défendre les Kurdes aujourd'hui contre les djihadistes ou les Turcs. Défendre des tas d'autres choses, me mêler à l'action humanitaire pendant de longues années. Et puis les aventures maritimes, parce que je voulais être marin aussi. Et je l'ai été. Et je voulais être aviateur. Et je l'ai été. J'ai voulu faire le premier tour du monde en ULM. Bon, bref, le tourbillon de la vie que l'aventure peut permettre. Et pour tenter de répondre aux 3 questions essentielles pour moi de la philosophie de la vie, qui sont le monde, comment ça marche vraiment? La vie, qu'est-ce que c'est exactement? Et les autres, c'est qui au juste? Et de sans cesse, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on écrit, se poser ces 3 questions. À partir de là, waouh, la vie, le monde, ça devient vraiment très intéressant. Il n'y a pas de place pour l'ennui. Et chaque jour, quand on se lève, eh bien, il y a le désir de réinventer les choses, sa propre vie, ce que l'on veut, les engagements où on va, la sensation intime de liberté chaque matin, en n'ayant ni Dieu, ni maître, ni souverain, de dire voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est moi qui vais le décider. Et je prends les risques pour ça. Et la façon de gagner sa vie, pour moi, ça a été tout de suite, de toute façon, de rien faire d'autre que ce que je voulais, c'est-à-dire d'écrire. Et de ne jamais avoir d'autre maître que moi-même et mes livres. Et d'habiter en réalité dans mes livres.
et que ce soit eux qui me nourrissent aussi bien intellectuellement que philosophiquement que matériellement, grâce à mes lecteurs, en tout cas, mais de ne pas faire autre chose. La vie est si courte et si brève qu'il ne faut pas la dépenser pour autre chose que ce qu'on a décidé de vivre. Et voilà. Et après, il faut travailler. Après, il faut prendre des risques. Après, il faut accepter et même vouloir l'incertitude des choses. Vouloir l'insécurité, ce qu'on appelle la précarité. Mais moi, j'ai été choisi. Je n'ai jamais eu de salaire de toute ma vie. Et c'est parce qu'on choisit cette précarité que moi j'appelle insécurité, c'est-à-dire d'avoir toujours une épée dans les reins, que ça vous pousse en avant. Vous ne pouvez pas vous endormir, et de toute façon, vous ne voulez pas vous endormir. La vie est beaucoup trop courte pour ne rien en faire. Et par conséquent, pour moi, par exemple, chaque aventure vécue, chaque expédition, dans les tribus, sur la terre, en mer, partout, doit être une tentative aussi de petits chefs-d'œuvre, d'actes. Comme un livre doit être une tentative de petit chef-d'œuvre littéraire. Et si on les mélange, c'est formidable. Donc j'ai écrit des récits, des romans, des nouvelles, des poésies, des essais philosophiques, etc. Et ma vie a tourné autour de ça. Et puis je m'étais dit, à l'époque on me demandait qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, quand j'avais 15 ans par exemple, ou 17 ou 18, que quand je disais que j'allais être écrivain et aventurier, c'est pas un métier, il ne faut pas faire ça. Quelles études? Et j'étais passionné de philosophie, surtout en terminale. Et je dis ça m'intéresse, mais je ne veux pas le faire tout de suite. D'abord la vraie vie, et ensuite on pensera à la vraie vie. Et j'ai donc réentrepris des études de philosophie complètes pendant plus d'une dizaine d'années à la Sorbonne, à l'âge de 40 ans. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement plus formateur de faire des études dans le but de se former soi-même que d'acquérir des connaissances pour un métier ultérieur. Et pour moi, faire l'ensemble de tout ça, et ensuite, en tant que philosophe politique, de pouvoir penser l'aventure, de théoriser les choses sur du vécu, et non pas simplement sur des théories, ça a été une des grandes passions intellectuelles et littéraires de ma vie. Voilà en quelques mots, un peu longs peut-être, la réponse à votre question. Que tous les hommes se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils sont menés, que ce soit un pygmée du Nord Congo, peuple que j'ai vraiment adoré, ou un papou, plus difficile, ou un Indien Yuhup d'Amazonie colombienne, incroyable. Les Nilotiques, genre très difficile, ou des Chinois, des Pakistanais, ou des Afghans, tous les gens avec qui j'ai vécu, et longuement, c'est qu'en fait, ils sont tous menés par la même chose. C'est rassurant d'ailleurs. Ils se ressemblent tous derrière leurs apparences très dissemblables. Tous les hommes sont menés par deux choses, l'intérêt et les passions. C'est comme ça. Et vous ne le voyez pas forcément chez un pygmée, parce que mené par l'intérêt et les passions, comme un Chinois par exemple, ou un Français, sa passion et ses intérêts sont différents, se voient pas forcément immédiatement, surtout pour un œil étranger. Mais au final, quand vous piochez bien, mais oui, c'est la même chose. Et quand j'ai fait le tour du monde pendant 3 années avec mon navire, la Boudeuse, le 3 mâts la Boudeuse, consacré au peuple de l'eau, il y avait une dimension philosophique, c'était il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années là-dessus, qui était de chercher dans tous ces peuples, qui étaient sur les mers, les rivières, les fleuves, les côtes, etc., toutes les ressemblances derrière les différences. En quelque sorte, chercher un substrat de nature humaine universelle derrière toutes les apparences différentes. Évidemment, les coutumes, les peuples, ça existe. Ils ont chacun des langues, des coutumes, des croyances, des religions différentes, mais qu'y avait-il derrière d'identique, en sachant déjà qu'ils étaient menés par l'intérêt et les passions? Et j'ai fait des centaines d'entretiens filmés pour tous les films qu'on avait faits, en posant les mêmes questions à des Indiens Youb d'Amazonie ou des marins bouguis des célèbres et ainsi de suite, ou des Omanais capitaines de boutre en mer d'Arabie, enfin tous. Et ils répondaient sur les choses essentielles la même chose. Quels étaient leurs rêves, quelles étaient leurs craintes, quelle vision de l'avenir, c'était tous à peu près la même chose. Et les hommes sont, derrière leurs différences, menés par les mêmes choses. Et c'est pas forcément très reluisant d'être mené par l'intérêt et les passions, mais c'est comme ça. Et c'est parce que c'est pas forcément très reluisant qu'il y a des problèmes de par le vaste monde. Si le monde était habité par des saints, on le saurait. Ça se verrait, il y aura un effet. Non, le monde y va mal et l'histoire est un vaste bain de sang depuis 2500 ans ou 3000 ans au moins, parce que les hommes sont comme ça. Et il n'y a pas de peuple innocent. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on regarde bien,
tous les peuples, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont été soumis et ont soumis. Tous, sans exception. Et c'est fascinant parce que on peut voir, et je l'ai découvert à 20 ans, dans les tribus pygmées, qu'ils étaient asservis par les tribus bantoues, plus puissantes qu'elles, qui même les appelaient la viande qui marche, car autrefois leurs ancêtres, étant cannibales, les mangeaient. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'entre bantous et pygmées, c'était la même chose. Pas du tout. Même chose après, à 21 ans, en Amazonie colombienne, chez les Ndiayoup, asservis, nomades, asservis par les sédentaires Makuna. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, les peuples, c'est... Il n'y a pas de peuple innocent. Et de toute façon, il n'y a pas dans l'histoire de continuité, quand j'étais chez les Papous, peuple difficile mais très intéressant, ils étaient dans la politique de transmigration javanaise, indonésienne, totalement colonisés par plus puissants qu'eux dans le même pays. Les Javanais qui eux-mêmes avaient été auparavant colonisés par les Hollandais. Et donc, vous savez, la victime devient vite le bourreau, et le bourreau redevient vite victime. Donc tout ça est très compliqué. Et vouloir croire, par exemple, dans le mythe du bon sauvage, auquel je croyais quand j'arrivais chez les Pygmées et les Papous à 20 ans, c'est normal, on y croit, on nous a enseigné que grosso modo, là-bas c'est un peu mieux. Les gens sont plus des saints. Et de découvrir que pas du tout, ils ont comme nous. Et au début, c'est un certain choc, mais après, c'est assez rassurant. Au final, si je suis après, et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été chassé d'un peuple, dans l'acceptation que je dois me dépouiller de beaucoup de choses pour être accepté, et que quand je serai accepté, à ce moment-là, je pourrai découvrir et connaître, et que ce que je verrai ne sera pas forcément... C'est ça le vrai voyage, la véritable aventure, c'est d'accepter de se confronter à des réalités pas forcément plaisantes, et de découvrir qu'il n'y avait pas de mythe du bon sauvage, qu'il n'existait pas, que la vie était très dure en Amazonie, au Congo, qu'on mourait de faim, qu'il fallait se battre. Un Indien, tous les matins, quand il se lève, il dit « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment je nourris mes enfants ?» Il faut partir à la chasse, on meurt très jeune, la souffrance est permanente, parce qu'il n'y a pas d'antalgique, une rage de dents, c'est un truc terrible, c'est comme ça. Et que la civilisation, c'est parfois la capacité à réguler ou à améliorer le sort et la condition humaine, et le progrès social. Donc tout ça... l'aventure est un outil de connaissance qui permet de remettre les choses à leur place, de ne pas se faire d'illusions, de comprendre que le monde est brutal et violent, et qu'il le sera pour longtemps, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut régler les problèmes. Bon. Le monde n'est pas habité par des saints. Et s'il existe quelques saints, par-ci par-là, quelques tyrans, par-ci par-là, la moyenne, elle est moyenne. C'est comme ça. Pas d'illusion, mais le monde, il faut le prendre comme les peuples tels qu'ils nous sont donnés, et ne jamais, et je l'ai découvert chez les Afghans pendant de longues années avec eux, pendant la guerre contre les Soviétiques, ne jamais faire porter le jugement, ne faire porter aux gens chez qui on est le jugement qu'on peut avoir sur eux. Je pouvais considérer chez les Afghans que la situation de la femme n'était pas très admissible. Qui étais-je pour leur faire porter ce jugement négatif que j'avais? Je le gardais pour moi. C'est leur problème, car à force de vouloir juger les autres et de vouloir les faire changer selon notre propre vision du monde, mais inversement, hein, des islamistes afghans ou pakistanais pouvaient vouloir nous faire changer, nous, jugeant que nous étions dans la situation de la femme trop loin, par exemple. Tout cela, si on le fait de cette manière-là, ça provoque la violence collective qui s'appelle la guerre. C'est comme ça. Et si on veut être accepté par un peuple pour le connaître et le comprendre, on garde ses jugements pour soi, ou en tout cas, on les mesure. Et qui est-on pour juger d'une autre société qui a décidé collectivement d'être autre chose que ce que nous sommes? Tout ça est affaire complexe. Le phénomène du voyage aujourd'hui, qui disparaît peu à peu, et le tourisme qui peu à peu le remplace, surtout le tourisme de masse, et celui entre le premier qui s'expose, l'aventurier, le voyageur, s'expose à ne pas voir le monde comme il pensait qu'il était, et le touriste qui se protège, qui lui veut revenir du monde qu'il a consommé, avec un tour opérateur ou tout ce qu'on veut, jour 1, jour 2, jour 3, Dieu sait quoi, la croisière, il doit rentrer avec les idées qu'il avait du monde pour lequel il a payé. Il se protège, il n'apprend rien. Donc autant je suis toujours un partisan
absolue que chacun doit voyager, mais donc par lui-même, responsable de ses actes et libre de ce qu'il fait, et un opposant farouche au tourisme, qui est la marchandisation du voyage, sa massification, et qui a pour simple objectif de consommer le monde, voire les autres. On lui vend le soleil, on lui vend le ciel, on lui vend tout ça, et non pas de le comprendre. Voilà. Et or, aujourd'hui, ces deux choses-là sont vraiment extrêmement séparées. Et le voyage est noyé dans la masse, aujourd'hui, du tourisme de masse, c'est le cas de le dire. Vous savez, l'homme qui a payé pour aller voir la Tour Eiffel et qui fait un selfie, 3 secondes, c'est fait. Je peux te dire que j'y étais, et peu importe. J'ai vu des choses en travaillant là-dessus, et c'est extraordinaire. Mais ça nous égare peut-être de notre sujet, mais pas sur un point qui est chaque expérience doit être transformée en conscience par une réflexion. Tout le monde pense à ce qu'il fait, mais peu de gens pensent sur ce qu'ils font. C'est-à-dire sur la conséquence profonde, d'abord de leurs actes, ou des choses qu'ils ont découvertes, vues, comprises ou entendues. Il faut réfléchir sur ce que l'on fait, et pas seulement à ce que l'on fait. S'il y a une chose qu'on peut dire pour des jeunes qui démarreraient dans la vie, quel que soit le métier dans lequel ils seront, c'est bien ça. Les actes que nous avons ont des conséquences sur le temps court, le temps moyen, le temps long, et on doit les penser avant de les faire sur ces temps-là. Et non pas simplement à ce que l'on fait, c'est-à-dire dans l'immédiateté de ce que l'on fait. Voilà. Je me souviens de mettre un jour, on m'avait dit, dans une start-up qui, il y a une dizaine d'années, qui démarrait les drones. Et on m'avait dit, il faut voir ces gens-là, c'est extraordinaire ce qu'ils inventent, c'est génial. Ces drones qu'ils inventent, vous pourront surveiller les récoltes, on pourra dire aux paysans, ceci, c'est un produit innovant, extraordinaire pour le progrès humain. J'avais dit, ils pensent, je les avais vus, ils pensent très bien à ce qu'ils font, mais est-ce qu'ils pensent profondément sur ce qu'ils font? Et je leur avais dit, votre truc, il manque une pensée dans votre affaire, c'est que vous prévoyez de surveiller des récoltes, des choses comme ça, mais moi je prévois que des gens, quand ils verront ça, surveilleront les hommes. Et qu'un jour, ces drones seront au-dessus de nos têtes pour nous surveiller, et qu'il y a déjà assez de caméras dans la 2e dimension, vous allez rajouter, vous allez voir des caméras dans la 3e dimension. Et quand, pendant le confinement, j'ai vu des drones à Nice qui survolaient les gens pour leur dire « écartez-vous, ne faites pas ceci-là », mon Dieu, c'est très orwellien, le meilleur des mondes d'Huxley aussi est là, sans parler de ce qui se passe en Chine. L'irruption des caméras de vidéosurveillance dans la modernité, c'est quelque chose que notre pensée de la modernité n'attendait pas, mais qui est arrivé et qui nous surveille comme jamais nous n'aurions pensé que nous pourrions être surveillés. Il faut réfléchir sur ce que l'on fait. Dans cet exemple des drones, c'était évident qu'il fallait aller voir beaucoup plus loin dans une innovation que ce qu'on envoie immédiatement. Elles sont toujours détournées de leur fonction, c'est comme ça. Or, ce qui m'intéresse, moi, et si la littérature n'est pas faite pour ça, ou l'aventure pas faite pour ça, c'est-à-dire la liberté, tout le reste ne sert à rien. Je considère qu'en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant qu'écrivain et en tant qu'aventurier, et tout ça mélangé, il n'y a pas de plus haute valeur, plus que jamais, que la liberté. C'est la valeur suprême qui irrigue toutes les autres et sans laquelle toutes les autres valeurs sont sans importance. Quand Cicéron, dans son traité des devoirs, il y a 20 siècles, disait « quand les circonstances l'exigent, il faut entrer dans la mêlée et préférer la mort à la servitude », il disait bien ce que les Grecs et les Romains à l'époque pensaient, c'est-à-dire que si une vie n'est pas libre, elle ne vaut rien. Ça n'est pas très intéressant. Donc, si la liberté est menacée, il faut être capable de prendre les risques de se battre, de souffrir, voire de mourir, pour cette liberté. Sans quoi, vivre sans liberté n'a aucun intérêt. Et je pense exactement ça, et de plus en plus. Et si je me suis engagé auprès des Kurdes pendant toutes ces années depuis le début de la guerre en Syrie, c'est parce que j'avais découvert des gens, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, qui, pour rien au monde, voulaient abandonner la liberté qu'ils venaient à peine d'ailleurs de conquérir, et qui étaient prêts à mourir pour ça, contre d'ailleurs tous les États de la région, à commencer par la Turquie et la Syrie, et contre toutes les milices islamistes qui voulaient leur imposer à eux, comme aux Arabes musulmans ou aux chrétiens, un nouveau totalitarisme, et ils se battaient pour la liberté. Voilà ce qui, moi, m'intéresse. Et dans toutes les affaires qui nous entourent aujourd'hui, on oublie, dans notre monde qui nous vend davantage la sécurité et la prospérité que la liberté et la vérité, on constate que finalement,
ce qui est le plus marquant dans notre civilisation occidentale, ce n'est pas tellement que les libertés disparaissent peu à peu, c'est le cas, c'est l'état des lieux. Mais ce qui disparaît, c'est la volonté de vivre libre. Il y a une érosion chez les citoyens de la volonté de vivre libre qui est impressionnante. Autrement dit, c'est un peu le du pain et des jeux de l'Antiquité. Si je m'amuse et que je suis bien nourri, à quoi bon le reste? Et ça c'est le déclin d'une civilisation. C'est pas sa technologie, c'est pas son économie, c'est sa volonté de vivre libre ou non. Et s'il a la volonté de vivre libre, quel est le prix qu'il est prêt à payer pour vivre libre? Tout ça s'érode. Mon inquiétude pour la jeunesse de demain, c'est cette érosion de la volonté de vivre libre. C'est pas le reste. Mais je conçois qu'on puisse ne pas partager cela. Je conçois, quand je me suis battu contre cette application Stop Covid, en écrivant chez Gallimard un petit tract de crise qui s'appelait Bonjour Monsieur Orwell, sous-titre le traçage numérique de masse à l'ère du Covid-19, c'était de dire attention, pour votre sécurité, vous êtes prêt à payer n'importe quel prix. Il y a un moment où il faut accepter un certain nombre de risques pour continuer à vivre libre et être suivi, tracé, fliqué, surveillé, pour la première fois dans l'histoire de la démocratie occidentale par l'État, pour notre bien, bien entendu, comme toujours, dans tous les terrorismes mous d'aujourd'hui. Eh bien, c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Et j'étais très content de voir que finalement, même si l'application a été votée à l'Assemblée nationale, avec une grande opposition des députés et des sénateurs, même pas 2% des Français l'ont utilisée. Ils se sont méfiés. Et on a bien vu que ce que j'avais dit auparavant, publiquement, était réalisé, c'est-à-dire que toutes leurs données étaient aspirées et que, bien entendu, tous leurs contacts étaient fliqués. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer et accepter les risques, le prix à payer. La liberté, ça coûte très cher en réalité. La sécurité, il suffit d'abandonner, de mettre un collier, une laisse et c'est vite fait. Et ça va très vite. Voilà pourquoi, et ce à quoi la littérature doit aussi plaider, et dans laquelle elle doit aussi s'engager. Alors, j'ai eu la chance d'avoir de bons éducateurs, d'avoir de bons parents, une bonne famille, chez les Corses, il y avait encore ça, d'avoir de bons éducateurs dans des groupements de jeunesse, dans des écoles et des collèges et des lycées. J'ai eu cette chance. Et que ces rencontres ont aussi permis une véritable culture. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, mais c'était aussi l'époque où l'on considérait que la culture était très importante. Elle était même supérieure à tout le reste. Et que l'éducation, ça devait former des gens cultivés. Dans cette dernière génération du porte-plume et de l'encre violette. Et on vous éduquait pour ça, donc à être des hommes libres, à penser par vous-même. Et on vous donnait entre les mains les bons livres des grands écrivains qui pouvaient vous permettre de penser qu'il fallait penser par soi-même. Et que c'était le plus important et que, quel que soit le métier qu'on allait choisir, on devait être habité par ça. Et non pas simplement par le désir de prospérité et de sécurité. C'était secondaire. Donc il y a eu des gens, et il y a eu des livres, c'est-à-dire des écrivains. Et puis toute une ambiance autour de ça. Il y a 18 ans, j'étais en fait formé, apte à faire le choix que j'avais fait d'une rupture familiale, d'une fugue mineure, pour vivre la vie que j'avais décidé de vivre, et armé à peu près pour ça. Alors je n'avais ni nom ni fortune. Il y a une chose très importante, c'est qu'on peut vivre la vie que l'on veut, libre, sans forcément avoir d'argent. Quand je suis parti, que j'ai fait cette fugue, mes revenus étaient égaux à zéro. Il a fallu travailler, il a fallu subir, être exploité, découvrir tout ça. Quelle formation, c'était génial. On peut tout supporter quand on a 20 ans. Il ne faut pas dire le contraire. Et on apprend. Et j'avais simplement l'éducation que j'avais eue avant qui remplaçait toutes les sommes financières que l'on veut parce qu'elle vous permettait de vous en sortir à n'importe quel moment. Si on savait l'utiliser et si on savait prendre les risques. Voilà. Donc, ce sont des livres, des situations, des gens, un peu de chance, voilà, qui, jusqu'à l'âge de 18 ans en tout cas, ont fait que j'étais déjà ce que je voulais être. Voilà. Le thème qui me tient le plus à cœur, je l'ai déjà un peu abordé,
qui est, dans le monde dans lequel nous vivons, la modernité n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Et elle m'inquiète parce que je m'attendais à une modernité qui serait le progrès humain. Et je m'aperçois que les progrès humains piétinent. Qu'est-ce qu'on a inventé d'intéressant depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, depuis... Bon, pas grand-chose. En revanche, les progrès technologiques s'accélèrent. Et il y a quelques philosophes comme Hannah Arendt ou Habermas qui avaient bien vu que la séparation commence à peu près dans les années 50, que pendant des siècles, le progrès technologique accompagnait le progrès humain. En gros, on inventait la démocratie en même temps qu'on inventait l'électricité, tout ça se mêlait. Il y avait vraiment des progrès dans l'humanité assez constants. Et puis après, ça se sépare tout doucement. Et aujourd'hui, les progrès technologiques, on se demande s'ils ne sont pas là désormais pour asservir les hommes et non plus les libérer. La question est vraiment posée. On nous vend, par exemple, l'intelligence artificielle comme les prochains progrès extraordinaires de l'humanité. Mais à regarder de près, je ne suis pas très impressionné par l'intelligence artificielle. Je n'aime pas d'ailleurs ce mot d'artificiel. J'aime la nature, j'aime ce qui est naturel. Chaque fois qu'on dématérialise quelque chose, en général, on déshumanise les choses. Certaines choses sont très bonnes dans le progrès, d'autres sont très mauvaises. Notre esprit critique doit les juger une par une, au cas par cas. Dans le cas de l'intelligence artificielle, quand on me vend le fait que demain, on sera capable de faire des robots à face humaine, qui auront des sentiments, qui sauront percevoir les miens, je dis so what? Faites des enfants, et c'est encore mieux. Et ce robot, vous me dites qu'il va calculer beaucoup plus vite que moi, comme une calculette, je veux bien vous croire. Qu'il va avoir dans sa mémoire beaucoup plus que moi, mais je veux bien vous croire. Je sais très bien les capacités de la technologie. Mais pourquoi est-ce que vous me fabriquez déjà mon futur maître? Car il sera tellement plus puissant que moi, mais fabriqué par vous. À quoi bon? Qu'est-ce que vous me vendez là? Répondez à cette question philosophique. Ça ne m'impressionne pas les progrès technologiques si je sens que derrière, ils ne fonderont pas un progrès humain, ils ne serviront pas à nous rendre plus humains. Quand on vous vend des robots pour les EHPAD pour accompagner les vieilles personnes, mais vous êtes fasciné par la technologie que ça représente, mais moi ça ne me fascine pas du tout de me dire que si demain moi-même je suis vieux, je parlerai à une machine. Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas à un homme ou à une femme? C'est quand même pas plus intéressant. Donc on nous vend parfois des contre-progrès absolument inouïs. Et je plaide, la vraie cause, j'ai écrit des livres là-dessus, c'est que aujourd'hui, du fait de ce divorce entre le progrès humain et le progrès technologique, il faut refuser l'équation de la modernité qui dit tout ce qu'il y a de nouveau est bon, tout ce qu'il y a d'ancien est mauvais. Cette équation absolue que l'on entend partout, en réalité, est un mensonge éhonté. Il y a dans le passé des choses qui étaient bonnes et des choses qui étaient mauvaises. Il y a dans l'avenir des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Il faut les voir une par une et au fond les juger à chaque fois à l'aune de l'humanité. Autrement dit, est-ce que cette nouvelle invention va me rendre ou vous rendre plus humain ou pas? Ou est-ce qu'elle va vous rendre moins humain? Si elle doit vous rendre moins humain, jetez ça. C'est une fausse modernité, un faux progrès. Si elle vous rend ni plus ni moins humain, éventuellement prenez. Si elle vous rend plus humain, prenez absolument. C'est ça le jugement. C'est comme ceci que demain nous exercerons notre liberté, notre esprit critique, et que nous continuerons à être, surtout, c'est le plus important, libres. Voilà. Ça ne m'intéresse pas d'être au milieu de robots qui sont plus forts que moi et où ma liberté sera réduite à néant, mais qui peut-être obéiront à tout ce que je leur dis pour m'apporter mon coca, mon truc, je ne sais quoi. Franchement, il faut être très prudent sur la fascination des progrès technologiques. Il ne faut pas fabriquer demain. Pendant très longtemps, les machines que nous fabriquions étaient à notre service. La tendance maintenant, c'est que peut-être c'est nous demain qui serons au service des machines. Il ne faut pas rentrer dans cette voie. Pourquoi faire? Donc, je plaide une ultime fois dans cet entretien sur ce fait que nous devons conserver dans nos têtes l'idée qu'il n'y a rien de plus précieux que la liberté, entendue comme être capable de penser et d'agir par soi-même, que cette valeur-là doit irriguer, et elle irrigue toutes les autres, sans lesquelles ces autres valeurs ne sont rien. Pourquoi vivre si ce n'est pas pour vivre libre? Voilà.